Merci Agathe. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va parler d'alimentation. Donc, on est juste pile poil à la bonne heure. Donc, j'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit. Je ne pense pas. Vous allez voir qu'on va aborder pas mal d'éléments. Donc, ce sera une bonne introduction pour vous si vous n'avez pas de connaissances particulières et même si vous en avez. Vous verrez que on en apprend tous les jours, moi y compris. Euh, donc, vous voyez bien mon écran, je pense, tout va bien. OK, Oui, parfait, merci. Alors, donc, au programme ce midi, donc, je vais me présenter rapidement, vous présenter ce qu'est la naturopathie parce que je ne suis pas diététicienne nutritionniste, je suis naturopathe. Et puis après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec les bases de l'alimentation santé. On gardera un petit temps de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. Donc, je vous invite à garder vos questions plutôt pour la fin de cette présentation. Vous pouvez les poser directement dans le chat ou bien vous pourrez les poser en direct à l'issue si vous êtes encore présent, ce que j'espère. Donc, essayez juste de peut-être pas poser les questions pendant la présentation parce qu'il y a peut-être des réponses que je vais apporter dans les slides qui suivent à vos questions. Voilà, alors c'est parti. Donc, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Annelise Collet, née Roth. Il y a peut-être des gens de ma promo HEI, puisque donc, je suis ingénieure HEI 98 en génie chimique, génie des procédés. Donc, vous voyez que j'ai fait du chemin depuis, puisque j'ai travaillé dans l'industrie. D'abord, j'ai vraiment fait un parcours dans l'assurance qualité et la supply chain. Après, j'ai fait une première reconversion professionnelle, puisque j'ai passé un master spécialisé d'éco-conseiller, donc conseil en environnement et développement durable. Et du coup, suite à ce master, j'ai travaillé encore 10 ans dans le conseil en environnement. Et en fait, à l'issue, enfin pendant cette phase, j'ai souhaité me former, moi, à titre perso. C'est ce que j'explique un petit peu plus bas là, dans mon parcours vers la naturopathie. Je sentais que je faisais des choses pas correctement, notamment au niveau alimentaire, mais j'avais vraiment envie de comprendre pour pouvoir mettre en œuvre. Et du coup, j'ai fait une formation, tout simplement, hein. Je me suis dit, allez, hop, je m'engage dans une formation complémentaire. Et en fait, pendant cette formation, je me suis dit, mais oui, c'est génial, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis installée en tant que naturopathe avec vraiment une spécialité sur tout ce qui est alimentation, nutrition et micronutrition, d'où mon intervention aujourd'hui. Donc, j'ai passé en complément notamment un DU en micronutrition à la faculté de pharmacie de Strasbourg, c'était en 2019-2020. Pour vraiment peaufiner mes connaissances en micronutrition. Donc, encore rapidement, hein, aujourd'hui, je fais surtout du conseil en naturopathie et en nutrition. Donc, en gros, c'est hygiène de vie, plantes, huiles essentielles, alimentation, bien sûr. Et donc, tout ce qui est gestion du stress, du sommeil, enfin, toutes les choses qu'on connaît bien aujourd'hui en tant qu'actif, hein, ou d'ailleurs pas en tant qu'actif. Donc, il y a vraiment, vous allez voir dans les présentations de la naturopathie, pas mal de domaines d'application. Donc, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je donne des conférences, des webinaires. Je rédige aussi des articles pour certains magazines, notamment des magazines de sport, puisque je suis moi-même assez sportive. Et puis, je fais des interventions en entreprise. Alors, bon, évidemment, avec les contextes sanitaires, du coup, ça se fait aussi à distance. Mais ce que j'aime bien, c'est faire des choses en présentiel avec des ateliers, par exemple des ateliers d'initiation aux huiles essentielles. Et puis, bien sûr, des consultations aussi sur le lieu de travail. Alors, bon, je précise que je suis en Alsace, hein, donc je ne fais pas des déplacements pour faire des consultations, enfin des déplacements dans toute la France pour faire des journées de consultation dans les entreprises. Je reste quand même en Alsace. J'organise aussi avec mon mari, également ingénieur HEI, également reconversion professionnelle, puisqu'il est accompagnateur en montagne. Donc, on fait des séjours qui mêlent à la fois la randonnée ou le trail, donc la course à pied et la naturopathie. On organise ça dans les Vosges, le Jura et les Alpes. Et puis, donc des sessions d'initiation aux huiles essentielles. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Junia le précédent webinaire qui était justement un webinaire d'initiation à l'utilisation des huiles essentielles. Voilà, bon, une petite illustration pour montrer ma pratique sportive. En fait, donc je pratique le trail et l'ultra trail, c'est-à-dire de la course en montagne sur des longues distances.
Donc, en gros, c'est des grosses randos qui durent un petit bout de temps, une journée, voire plus, où en fait, on se promène en montagne, on marche beaucoup et puis on court un petit peu. Voilà, donc pour ma pratique sportive, donc vous imaginez que sur des distances pareilles, c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, notamment au niveau alimentaire, d'où l'importance, d'où la formation que j'avais entreprise à l'époque pour faire les choses correctement. Voilà, assez parlé de moi. Maintenant, on va parler de naturopathie. Alors, la naturopathie, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais quand même faire une petite présentation, ça me semble important, parce que moi, je vais vous parler vraiment de l'approche naturopathique de l'alimentation santé. Donc, c'est pour ça que c'est bien quand même que vous sachiez en 2 mots de quoi il retourne. Alors, l'approche naturopathique, premier élément, elle prend en compte la personne dans sa globalité. Donc, elle ne va pas juste s'attacher à un symptôme, elle va prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre pourquoi ce symptôme est apparu et supprimer la cause plutôt que uniquement la conséquence. Deuxième élément intéressant en naturopathie, c'est qu'on va travailler avec des notions de terrain, donc des prédispositions à développer certains types de pathologies. Si vous utilisez, par exemple, de l'homéopathie, vous avez certainement déjà entendu parler de ces terrains. Les thérapeutes en homéopathie parlent souvent des terrains, donc ce sont vraiment des prédispositions. C'est-à-dire que même si vous êtes en bonne santé, vous avez un terrain. Et donc, on va essayer de faire en sorte de travailler dans cette direction du terrain. Troisième élément, c'est le côté éducateur de santé, donc la prévention. En gros, normalement, on ne va pas voir un naturopathe quand on a un problème, on va le voir quand on est en bonne santé. Donc, on va le voir pour continuer à être en bonne santé. Alors, dans les faits, je vous rassure, souvent, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont un problème, mais disons que l'esprit, c'est vraiment ça qu'il faut garder, donc c'est la prévention. Et aujourd'hui, c'est aussi dans cet esprit-là qu'on va parler, alimentation préventive. Alors pour ça, la naturopathie se base sur 3 piliers principaux. Le premier qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc l'alimentation entre guillemets saine et vivante. Vous imaginez bien de quoi je veux parler quand je dis saine et vivante. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail de tous ces termes anti-inflammatoires, alcalinisants, IG bas, donc pour index glycémique bas. Deuxième pilier de la naturopathie, c'est la gestion du stress et des émotions. J'aime bien donner toujours l'exemple de la personne qui se nourrit pile poil nickel comme il faut. En fait, cette personne, elle n'a pas tout bon sur le deuxième pilier de la naturopathie parce que vous imaginez bien que pour avoir une vie sociale et puis pour tout simplement se faire plaisir, donc avoir une bonne gestion de ses émotions, on n'est pas toujours dans les règles exactement comme il faut au niveau de l'alimentation. Donc, c'est un bon équilibre entre ce premier et ce deuxième pilier. Troisième pilier sur lequel on s'appuie, c'est l'activité physique et la respiration. Tout simplement parce que notre corps, il est fait pour bouger, il est fait pour respirer. Et aujourd'hui, on est dans une société où l'activité physique pratiquée de manière régulière et suffisante n'est plus toujours possible. Idem au niveau des respirations, on est beaucoup dans une respiration un petit peu maîtrisée. C'est pas facile de prendre des grandes inspires, grandes expires. Donc, ce troisième pilier est vraiment très important aussi pour avoir un bon équilibre au niveau naturopathique du terme. Donc, pour ça, on s'appuie sur 10 techniques, dont 3 majeures. Première technique, très simple, diététique, nutrition, micronutrition. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Deuxième technique, tout ce qui est exercice physique. Alors, pas obligé de faire des kilomètres et des kilomètres en montagne. Si déjà, on fait un peu de randonnée, un peu de natation et pourquoi pas un peu de chant, ça, c'est aussi de l'exercice physique, ce sera déjà très bien. Et puis, troisième pilier, troisième technique majeure, c'est tout ce qui est au niveau de l'hygiène neuropsychique. Donc là, avec plein de thérapies différentes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais c'est simplement pour que vous ayez un bon aperçu. Et donc, comme il y a 10 techniques et qu'on n'en a vu que 3 majeures, il en reste 7. Donc, vous voyez, c'est par exemple tout ce qui tourne autour de l'hydrologie, par exemple la thalasso, les techniques manuelles, les massages, la réflexologie, les plantes, les huiles essentielles, tout ce qui est technique énergétique et les techniques vibratoires. Donc là, on est vraiment sur l'ensemble des techniques que la naturopathie va utiliser. Alors maintenant, ce que j'ai dit, en quoi consiste la naturopathie, un petit mot pour vous expliquer aussi ce que n'est pas la naturopathie, c'est important de le préciser.
Ce n'est pas une pratique de médecine. Je ne suis pas passée par la fac de médecine. Donc, les naturopathes, sauf exception, ne sont pas des médecins. Du coup, à ce titre-là, ils ne prescrivent pas de médicaments et donc ils ne font pas de diagnostic. Tout ça, c'est vraiment du ressort du corps médical. Donc, un naturopathe ne doit pas vous dire, tiens, il faut arrêter tel traitement. C'est hors de question. Ça peut se faire en accord avec un médecin, mais certainement pas de son propre chef ou du propre chef du patient. Et donc, du coup, en naturopathie, on parle plutôt de client et pas de patient pour limiter la confusion. Ça fait une relation un petit peu un peu commerciale, mais au moins, les choses sont claires. Un dernier petit mot sur les motivations ou raisons pour consulter. Donc, vous imaginez bien que le champ d'application est vraiment très, très large. Alors, moi, je reçois beaucoup de personnes pour tout ce qui est équilibre vie perso, vie pro, les problèmes de sommeil, de stress, des problèmes de poids, des problèmes métaboliques, aussi tout ce qui est autour de l'activité physique, reprendre du sport sans se blesser, gérer une blessure, préparer un objectif sportif. Traiter, solutionner des douleurs, accompagner des blessures récidivantes. Voilà. Et puis, j'ai quand même quelques personnes qui viennent aussi me voir pour vérifier qu'elles font les choses correctement et puis pour continuer à garder la forme. Donc, une consultation, ça se déroule soit en présentiel pour les personnes qui habitent pas trop loin, et pour les autres ou pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, ça se passe en visio. En fait, ça se passe finalement très bien aussi en visio. Alors ça, c'est ma manière de procéder. Moi, j'envoie des petits devoirs au préalable. Je demande de faire un petit suivi alimentaire. C'est des trucs qui se pratiquent très, très fréquemment, notamment chez les diététiciens. J'envoie aussi des questionnaires micronutritionnels pour voir justement, pour identifier déjà en amont de la consultation le terrain. Et puis, donc l'entretien, le premier, en tout cas celui qui fait office de bilan, il dure environ 1h30 parce qu'on fait vraiment un inventaire très, très large de tout ce qui s'est passé, de tous vos antécédents, que ce soit au niveau santé, le fonctionnement de vos organes, donc la manière de laquelle vous vous alimentez, l'hygiène de vie au niveau du sommeil, du stress ou de l'activité physique. Et donc, en fait, pendant la consultation, c'est simplement des conseils. Je ne fais pas de technique manuelle, par exemple. Je conseille éventuellement des compléments alimentaires, mais ce n'est pas obligatoire. Et le maître mot, c'est vraiment de ne pas se fixer des objectifs trop élevés et d'essayer de mettre en place des choses qui sont admissibles et réalistes. Voilà, on veut y aller pas à pas. Voilà, vraiment en quelques mots, je ne voulais pas trop m'étendre sur le sujet puisque ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les bases de l'alimentation santé. Il y a un S en trop. Alors, je voulais commencer par un petit quiz. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Comme en plus, vous n'avez pas les micros, vous n'allez pas pouvoir me donner les bonnes réponses, mais ce n'est pas grave. C'est juste une petite intro. Pour introduire avec humour le sujet. Alors, première question, globalement, je suis sensible à mon alimentation. Donc, toute l'année en m'autorisant quelques écarts pour le plaisir. Quand les beaux jours reviennent, puisque je souhaite faire sensation sur la plage cet été, bon, c'est plus trop de saison là. Pourquoi faire attention, le plaisir avant tout? Bon, vous avez bien compris, même sans mettre votre micro, enfin si vous pouvez le mettre, vous pouvez me faire un chat si vous voulez, mais vous avez bien compris que la bonne réponse, c'est la première. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est ce que je vous disais par rapport à cet équilibre des 3 piliers principaux en naturopathie. Si on fait les choses vraiment de manière très stricte toute l'année, évidemment, on ne va pas être bon sur le deuxième pilier de la gestion du stress et des émotions. Donc, on fait attention globalement. C'est un peu la règle des 80-20, on va peut-être faire du 90-10. Mais je m'autorise aussi quelques écarts pour le plaisir. Voilà, c'est important aussi. Deuxième question, je prends le temps de bien mâcher les aliments. Alors oui, je suis toujours le dernier à terminer. Pas besoin, ce que je mange est déjà tout mou. Pourquoi faire? C'est une perte de temps. Bon, voilà, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous laisser réfléchir non plus. Évidemment, c'est la première option. Alors ça, c'est un très bon indicateur quand vous êtes à table. Si vous êtes toujours le dernier à terminer, que vous êtes en groupe, c'est plutôt bon signe. Ou alors, c'est parce que vous êtes servi plusieurs fois. Je préfère la première option, c'est parce que vous prenez bien le temps de mâcher les aliments, de les insaliver. En fait, si on a des dents, si on a de la salive, ce n'est pas juste pour décorer. Alors, c'est sympa d'avoir un beau sourire, mais c'est parce que notre système digestif, il n'est pas équipé de dents.
Donc, les dents servent vraiment à couper les aliments en petits morceaux de manière à ce que le système digestif puisse ensuite digérer les aliments le plus facilement possible. Si vous ne coupez pas bien les aliments dans votre bouche, c'est le système digestif qui va devoir le faire par la suite. Mais sans dents, vous imaginez bien que c'est relativement compliqué. Et je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience d'un repas avalé très, très rapidement, sans trop mâcher. Il y a fort à parier que ensuite votre digestion va mal se passer. Vous allez être ballonné, vous allez éventuellement avoir des gaz, vous allez avoir mal au ventre. C'est tout simplement parce que votre système digestif y rame, parce que vous n'avez pas suffisamment bien mâché vos aliments. Donc, pensez-y. Alors, manger des choses toutes molles, alors bon, c'est un peu de l'humour, mais c'est parce que notre alimentation surtransformée, si vous achetez ne serait-ce qu'un sandwich de pain de mie, c'est ça que j'appellerais quelque chose de déjà tout mou ou quelque chose dans un fast-food. Souvent, c'est l'alimentation qui ne nécessite pas trop de mâche. Et ça, c'est pas bon non plus parce que la mâche permet de manger plus lentement et permet de générer dans votre cerveau un sentiment de satiété. Donc, il est important aussi d'avoir cette mâche et de ne pas manger tout le temps des choses liquides, de la soupe, des jus, des yaourts, enfin bref, et du pain de mie. Alors non, ce n'est pas une perte de temps, ça on l'a bien vu. Allez, on va passer sur le petit déjeuner. Un petit déjeuner équilibré, c'est alors 2 photos avec donc des petites options. Un café au lait écrémé, de l'édulcorant, une baguette avec de la margarine allégée, la confiture allégée en sucre et un yaourt 0% aux fruits. Donc ça, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est allégé. Deuxième option, un jus d'orange, des céréales saines type spécial K et du lait demi-écrémé. Et puis une troisième option, une tisane ou un thé vert suivant ce qu'on aime, 1 ou 2 œufs à la coque avec du pain complet et de la purée d'amande. Bon, là aussi, mes options, elles sont un petit peu téléphonées. Alors, on sait ce qui est bien, c'est plutôt la troisième option. Après, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Alors, si je reprends mes options là, la première, honnêtement, tout ce qui est allégé, on met de côté, que ce soit allégé en gras ou allégé en sucre. Je mets de côté toutes les pathologies. Vous êtes en bonne forme, en bonne santé. Il n'y a aucune raison d'acheter des choses qui sont allégées. On mange des choses normales et puis on les mange en quantité normale parce que souvent, en tout cas, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que quand on mange des choses allégées, ça déculpabilise et du coup, on en mange plus. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est que en fait, notre cerveau, il ne comprend pas. Donc quand notamment on prend des produits sucrés avec de l'édulcorant, le cerveau s'attend à une récompense, puisque le sucre est vraiment active le circuit de la récompense. Et le problème, c'est que l'édulcorant ne génère pas ce circuit de la récompense. Donc, résultat, il y a un leurre et le cerveau, il est malheureux. Et donc, il va y avoir un mécanisme de défense qui va vous engager à aller manger quand même du sucre et du vrai sucre. Ce qui n'est pas bon, on l'aura compris. Donc, on prend des choses normales, non allégées. Les deux options A et B sont des options hyper sucrées. Alors, sucré dans le sens index glycémique, c'est-à-dire la capacité à faire augmenter le taux de sucre dans votre sang. Tout ce qui est raffiné, c'est-à-dire blanc comme la baguette ou même des céréales dites saines de type spécial K, même s'il y a un petit peu de fibres dedans, tout ça, ce sont des choses qui font augmenter très vite le taux de sucre dans votre sang. Pas bon. Il faut vraiment aller vers des choses qui sont plutôt complètes, semi-complètes, qui vont permettre d'augmenter de manière très progressive la glycémie, donc histoire de ne pas générer des hypoglycémies derrière. Le petit-déj, particulièrement, doit être un repas qui est peu sucré. Alors, c'est sûr que ce n'est pas vraiment ce qu'on a appris dans notre tradition française, avec notre baguette pain, beurre, confiture. Le petit-déj importé des États-Unis, donc le jus d'orange avec des céréales de petit-déj, même si elles sont estampillées santé, ce n'est pas non plus le petit déjeuner qu'on recommande. On va plus aller vers des petits déjeuners type nordique, type germanique, même type britannique. On est plutôt dans ce schéma-là, avec des plats pas forcément salés, mais en tout cas pas sucrés. Ça peut être tout simplement du pain complet avec de la purée d'amande. C'est pas salé, ça.
mais ce n'est pas sucré non plus. Vous voyez, hein, vous n'êtes pas obligé de manger des œufs tous les matins. Voilà en quelques mots cette petite introduction par le biais d'un quiz. Alors maintenant, je vais rentrer dans 12 principes. Si vous avez 12 principes à retenir, les voilà. Alors, vous me direz, ça fait déjà beaucoup, 12, mais vous allez voir qu'ils se recoupent un petit peu. Premier élément, vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'alimentation saine et vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sain et vivant? J'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais je préfère répéter, c'est toujours bien, et puis expliquer. Alors, saine et vivante, ça veut dire des aliments qui sont plutôt complets. Vous l'avez compris avant, ne serait-ce que pour l'histoire de la gestion de l'index glycémique. Complet, ça veut aussi dire avec des fibres, donc c'est bon pour le transit, c'est bon pour la santé cardiovasculaire. Complet, ça veut aussi dire riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments, parce que tout ça est présent dans l'enveloppe du grain. Donc, si vous achetez que des aliments blancs où on a enlevé l'enveloppe du grain, du coup, vous vous privez de tous ces nutriments. C'est dommage. Puis après, si c'est pour prendre des compléments alimentaires à côté, ça n'a pas trop de sens. Donc, achetez plutôt des aliments complets. Mangez des fruits et légumes non épluchés. Donc, du coup, mangez-les plutôt bio. Parce que tout ce qui est nutriments se cache plutôt dans la peau ou juste sous la peau. Donc, si vous enlevez tout ça en épluchant, c'est dommage. Finalement, il y a très peu d'aliments où on a vraiment besoin d'éplucher. Même les courges, hein, donc il y a la courge butternut et le potimarron, qui sont, voilà, c'est des aliments de saison. On n'a pas besoin de les éplucher. On peut les manger avec la peau à partir du moment où ils sont bio et qu'ils ont juste été frottés. Au niveau cuisson, manger cru, cuit, je ne suis pas du tout une 100% crudivore. Hein. Il faut manger un petit peu de tout de manière équilibrée. Donc, on va mêler du cru et du cuit. Toujours pareil si vous n'avez pas de problème digestif. Non ou peu transformé, ça veut dire avoir des aliments qui sont assez bruts, hein, comme le terme l'indique. Ça veut dire que d'une manière générale, vous pouvez cuire les aliments, mais essayez de ne pas trop les transformer. Alors, je m'explique, parce que là, ce n'est pas très clair. Si vous prenez une pomme, il vaut mieux manger la pomme fruit avec sa peau que de manger une compote, même si dans l'absolu, évidemment, une compote maison non sucrée, c'est très bien aussi. Et donc, dans l'ordre de priorité, qu'un jus de pomme, alors a fortiori s'il est industriel, disons que plus vous transformez l'aliment, plus vous enlevez probablement des fibres, des nutriments, et plus l'index glycémique va augmenter. Donc, plus c'est un aliment qui sera assimilé à du sucre par votre organisme. Si on prend l'exemple d'un légume, entre une carotte râpée, une carotte vapeur, une purée de carottes ou une soupe de carottes, on ne va pas du tout avoir le même impact sur la glycémie dans le corps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais manger de purée de carottes ou de soupe de carottes, ça veut dire que d'une manière générale, on essaye d'aller vers le cru ou le cuit vapeur. Et de temps en temps, bien entendu, on s'autorise d'autres modes de cuisson parce qu'il faut aussi que ce soit un plaisir. Donc, l'alimentation vivante, je viens d'en parler, hein, donc des fruits et légumes de qualité et plutôt bruts. Alors, ensuite, équilibre alimentaire sur la semaine. Donc là, le principe, c'est ce que je vous disais, on se fait plaisir de temps en temps. Globalement, on mange plutôt vertueux. Alors là, vous voyez que sur la semaine, ce n'est pas tout à fait cette illustration-là que j'entends. Parce que cette personne-là, donc en gros, du lundi au jeudi, elle fait super attention. Et puis alors, du vendredi au dimanche, c'est la fête. Donc, on n'est pas sur ce principe-là. Vous avez bien compris que se faire plaisir, c'est aussi de temps en temps se faire un restaurant entre amis, c'est se faire un petit dîner, c'est se faire un dessert si on est amateur de dessert. L'équilibre, c'est en gros avoir dans son assiette systématiquement des légumes, systématiquement une protéine, des céréales si on veut, et des acides gras, ça systématiquement aussi. Vraiment, les nutriments qui sont nécessaires, c'est ces trois grandes familles-là, hormis les céréales. Ne vous inquiétez pas, je vais encore rentrer un petit peu plus dans le détail après. Là, c'est vraiment juste les grands principes. Le point suivant concerne les protéines. Donc, je vous ai dit des protéines à chaque repas. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une certaine variété parce qu'on ne va pas manger tout le temps des œufs, de la charcuterie, de la viande et du poisson. On va aussi, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par l'OMS,
apporter des protéines végétales. L'idée, c'est d'en apporter en gros moitié animale, moitié végétale. Donc, dans les protéines végétales, on a des choses qui sont très saines et très faciles, d'autres un petit peu plus compliquées. Quand on regarde les graines, par exemple, qui sont riches en protéines, hein, si je regarde juste les graines de chanvre, hein, alors on parle beaucoup de chanvre en ce moment hein, avec le CBD, donc c'est sûr, hein, 100 grammes de graines de chanvre, 32 grammes de protéines, sachant que dans une escalope de poulet de 100 grammes, on a 20-22 grammes de protéines. Donc, vous voyez, c'est pas mal quand même. Bon, il faut déjà y aller quand même pour manger 100 grammes de graines de chanvre. Donc là, on va dire, c'est intéressant quand on ne mange pas beaucoup de produits animaux, bah, on peut mettre des graines un petit peu partout dans son alimentation. Ça enrichit en protéines l'alimentation. Par contre, on va, comme dit, pas manger 100 grammes de graines tout court lors d'un repas. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on prend des céréales. Vous voyez, là, j'ai mis l'exemple du quinoa et de l'amarante, donc L', amarante et pas l'amarante. Ce sont les deux céréales, les deux graines qui sont les plus riches en protéines végétales. Manger 100 grammes de quinoa, par exemple, c'est tout à fait à la portée de n'importe qui, tout comme 100 grammes de lentilles corail. Et vous voyez que c'est quand même relativement riche en protéines. Juste un dernier petit bémol sur ces protéines végétales, elles sont globalement moins bien assimilées que les protéines animales. Donc, pour des végétariens qui ne mangent vraiment pas de produits animaux ou peu, il faut faire attention à faire de bonnes associations, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. On reste ici sur des personnes qui ont une alimentation variée et qui n'ont pas d'exclusion, et du coup, on garde la moitié en protéines animales, l'autre moitié en protéines végétales. Au niveau des céréales, donc on l'a déjà vu, on va essayer d'apporter des céréales plutôt complètes ou semi-complètes, et puis on va essayer de varier l'apport en céréales. C'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de manger du pain, de manger des pâtes, de la semoule, éventuellement du boulgour. Tout ça, c'est issu du blé ou de l'épeautre, qui est une variété de blé. C'est dommage parce qu'en fait, il existe plein de céréales différentes et donc le fait de varier son apport en céréales permet de varier l'apport en nutriments et en micronutriments. C'est-à-dire que au lieu de manger tout le temps de la baguette ou, admettons, du pain complet mais avec du blé classique, je peux essayer là aussi de manger un pain, pourquoi pas, avec un petit peu de farine de sarrasin, un peu de farine de châtaigne ou de la farine de riz. Ça va me permettre de varier mes apports. Idem au niveau des pâtes. On n'est pas obligé de manger tout le temps des pâtes. On peut aussi manger du riz, du quinoa, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, donc, dans les farines, si par exemple je fais des gâteaux, je fais des quiches ou des tartes, là aussi, je vais varier. Il ne s'agit pas de remplacer, il ne s'agit pas de manger sans gluten, sauf bien sûr si vous êtes cœliaque, mais il s'agit de varier son alimentation. Au niveau de la cuisson, donc j'en ai déjà dit un petit mot, c'est intéressant quand même de recourir globalement à une cuisson plutôt douce pour limiter la perte en nutriments. Les cuissons type braisé, grillé, barbecue, tout ça, c'est vraiment super bon. Par contre, je conseille de ne pas faire que des cuissons de ce type-là. Parce que, premièrement, comme dit, ça dénature l'aliment. Deuxièmement, ça génère des composés qui ne sont pas souhaitables pour l'organisme en quantité importante. Hein, ce petit goût caramélisé bien sympa sur le pain grillé, sur les pièces de bœuf bien saisies, eh bien, ce sont des corps qu'on appelle des corps de Maillard qui, consommés en grosse quantité, donc vraiment de manière très régulière, peuvent potentiellement devenir cancérigènes. Voilà. Alors, je mets bien un bémol dans mes propos. Hein, ce n'est pas parce qu'on va manger 3 barbecues à l'année qu'on va augmenter ses risques de développer un cancer. Hein. Mais voilà, soyez bien attentifs à ça. Donc, cuisson douce, c'est une vapeur douce, comme ce qui est présenté ici à l'écran, ou bien une cuisson à l'étouffée, tout simplement. Ce qui marche bien aussi, c'est le wok, parce qu'on saisit de manière très rapide les aliments, on ne les brûle pas. Ils sont cuits à l'extérieur, mais ils sont encore crus à l'intérieur. Donc là, c'est un mode de cuisson intéressant aussi. L'apport en graisse, donc on va essayer de varier là aussi ces apports en graisse. On pense beaucoup à l'huile d'olive. Sachez que l'huile d'olive ne contient que très peu d'oméga 3. Donc les oméga 3, là aussi, on en entend beaucoup parler. Alors c'est vraiment à juste titre. Ils sont très intéressants sur plein de volets. On les connaît beaucoup sur le volet de la prévention cardiovasculaire.
Les oméga 3, ils vont vraiment vous apporter énormément d'atouts. Et donc, il faut garder à l'esprit que l'huile d'olive n'en contient pas. Idem, il y a des personnes qui mangent beaucoup d'avocat. L'avocat n'en contient pas. Ces deux familles viennent des oméga 9. Donc, c'est un type d'acide gras, mais pas les oméga 3. Les oméga 3, ils sont présents surtout dans les huiles comme l'huile de colza ou l'huile de lin, et dans les noix, et aussi comme les graines de lin, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de consommer que des oméga 3, que des oméga 9 dans l'huile d'olive. On essaye là de varier, d'avoir un apport diversifié dans la journée. Je vous conseille de ne pas acheter des mélanges d'huile parce que la plupart du temps, alors je ne parle même pas de l'Isio 4, là vous pouvez fuir l'Isio 4. Je parle plutôt de mélanges parce que la plupart du temps, d'autres mélanges notamment qu'on peut trouver en magasin bio, parce que souvent ces mélanges sont à base d'huile de tournesol principalement. L'huile de tournesol n'apporte pas énormément de choses sur le plan nutritionnel, à part la tournesol oléique, qui est une huile de tournesol bien particulière. Donc, je vous conseille de faire plutôt vos mélanges vous-même, au lieu d'acheter des mélanges tout faits. Le petit déjeuner, on en a déjà dit un petit mot. On va faire un petit déjeuner qui sera plutôt gras et protéiné. Alors, bien sûr, pas avec n'importe quel gras, pas n'importe quelle protéine, plutôt qu'un petit déjeuner sucré. Donc, l'exemple que je montre ici est un exemple parfait de petit déjeuner gras et protéiné. Bon, ça, c'est pour quelqu'un qui a déjà un petit peu faim. La boisson, alors vous avez deux options, la personne en haut et la personne en bas. À vous de choisir. Moi, en tant que naturopathe, je propose plutôt de suivre l'exemple de la dame que du monsieur. Évidemment, on va apporter de la boisson, mais plutôt sous forme d'eau. Donc, vous verrez, je rentre un petit peu dans le détail par la suite. L'idée étant de bien retenir que le corps est formé à 70% d'eau, voire plus, qu'il est donc important d'apporter une hydratation correcte pour que, globalement, votre organisme et vos cellules fonctionnent correctement. En 10e point, quelque chose qui ne va pas faire plaisir aux gourmands, c'est la limitation du sucre, et particulièrement du sucre blanc. Alors, c'est sûr que le sucre complet, donc type rapadura, ce genre de choses, donc un sucre non raffiné, reste du sucre, on est bien d'accord. Mais on va dire que sur le plan nutritionnel, c'est quand même moins pire que le sucre blanc, puisqu'il reste quand même quelques vitamines, quelques minéraux dans ce sucre complet. Donc, si déjà on veut du sucre, autant utiliser du sucre complet non raffiné. De plus, c'est souvent un sucre qui a un goût beaucoup plus fort. Donc, on aura tendance à en mettre moins dans ses recettes, dans les gâteaux ou que sais-je. On va essayer de limiter l'usage des produits laitiers, particulièrement de vache, parce qu'il a été montré, surtout si vous avez un terrain plutôt inflammatoire, que ces produits laitiers favorisent le terrain inflammatoire. Donc, essayez de limiter votre consommation de produits laitiers. C'est intéressant là aussi d'en conserver et de varier l'apport, donc produits laitiers de vache, chèvre, brebis. 11e point, on en a déjà un petit peu parlé avec la mâche, c'est de manger en conscience. Alors, voilà, manger en conscience, ce n'est pas ce que fait Garfield. Lui, il est plutôt du style à dévorer. Manger en conscience, ça veut dire vraiment faire attention à ce que vous êtes en train de manger. C'est le mindful eating, comme on appelle ça dans la technique en anglais. C'est vraiment, quand vous avez une assiette, vous l'appréciez et vous n'êtes pas en train de l'avaler parce que vous êtes en train de faire autre chose. Alors là, c'est peut-être justement ce que vous êtes en train de faire. Alors évidemment, on ne peut pas faire toujours comme on voudrait, mais d'une manière générale, vous avez 14 repas sur la semaine, essayez dans la mesure du possible d'avoir un maximum de repas où vous mangez en conscience et vous n'êtes pas en train de bosser ou en train de regarder un webinaire, enfin. Voilà. 12e grand principe à retenir, c'est que vous pouvez de temps en temps mettre votre système digestif au repos. Alors là aussi, il y a des contre-indications chez certaines personnes. Donc là, je parle pour 80 ou 90% des gens. Pratiquer des monodiètes, c'est-à-dire en gros manger pendant 24 heures
ou plus, mais bon, je dirais pendant 24 heures, un seul aliment. Donc, ça peut être par exemple une monodiète de raisin. Actuellement, c'est ce qui se pratique, ou monodiète de pommes. C'est intéressant parce que ça permet au système digestif de se reposer. Et lui aussi, il a besoin de se reposer comme vous. Le jeûne intermittent ou fasting, comme on l'appelle aussi, c'est le principe, c'est de manger sur une plage uniquement pendant 8 heures et de ne pas manger pendant 16 heures. Donc là, j'ai mis 2 exemples. On peut pratiquer ça de 2 manières différentes. Soit je saute le petit-déj, c'est-à-dire qu'en gros, je vais manger pour la première fois à midi et je prends après un dîner normal. Soit je saute le dîner, c'est-à-dire que je prends mon dernier repas vers 16 heures, ça va être une petite collation, et je repetit déjeune le lendemain matin. En sachant qu'on aura une préférence plutôt pour la deuxième version que la première, puisqu'il est plus intéressant, toujours pareil, chez 80% des personnes, de sauter plutôt le dîner que de sauter le petit déjeuner. Alors, je voudrais bien rentrer dans le détail de tout ça, mais il y aurait tellement de choses à dire. Je vous donne les grands principes. Après, si vous avez vraiment des questions particulières, on pourra essayer de les voir s'il nous reste du temps. Alors, au niveau des déroulés des repas, on conseille 3 repas par jour avec éventuellement une collation. Alors, matin et ou après-midi, là, ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend aussi de l'activité physique, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes levé. Et ça dépend aussi de votre capacité digestive. Donc, vous voyez que ça dépend énormément. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il faut faire 3 repas par jour, hormis période de jeûne intermittent. Avec, bon là, je ne reviens pas dessus, un petit déjeuner gras et protéiné, un déjeuner et un dîner sur le format 4 quarts. Donc, vous vous souvenez dans les principes, c'est les légumes, la protéine. Donc, les légumes, en fait, font 2 quarts, puisqu'on va avoir globalement légumes crus, légumes cuits. Donc, ça occupe la moitié de l'assiette. Et puis, l'autre moitié, ça va être 1 quart protéines, 1 quart céréales. Globalement, c'est ça le principe. Même si, dans les faits, les céréales, on pourrait même s'en passer à minima un repas sur 2. Retenez qu'on essaye de faire des dîners qui sont plutôt légers et végétariens, ceci pour optimiser vos capacités de récupération. L'idée, c'est d'aller vous coucher en ayant pratiquement terminé votre digestion. Alors, respectez un temps de 3 à 4 heures entre les repas. Donc là, c'est toujours pour respecter le repos que souhaite votre système digestif. Il ne s'agit pas de faire des petites collations toutes les 2 heures, sauf si vous arrivez difficilement à manger des grandes quantités à la fois. Mais sinon, essayez vraiment de respecter des temps de repos entre vos repas. Donc, vous vous souvenez, on mange assis et dans le calme. On mâche, on insalive, c'est-à-dire qu'on imbibe bien les aliments de salive, puisque la salive, elle contient des sucs digestifs et des enzymes digestives. Et puis, donc, on essaye d'éviter de boire trop pendant les repas. Il vaut mieux boire en dehors des repas que boire pendant les repas, puisque ça va là aussi nuire à une bonne digestion. Alors, quelques petits exemples d'assiettes 4 quarts. Donc là, je vais vous donner faim, je pense. Donc, vous voyez, une assiette sympa avec du poisson, des légumes crus, des légumes cuits et puis une céréale. Voilà, pareil, de nouveau du poisson, c'est des sardines, un petit peu sur le même principe. Alors là, c'est végétarien puisque ce sont des boulettes de falafel, donc des pois faits à base de pois chiches. Bon, là, c'est plus trop un plat de saison avec des asperges par chez nous, des œufs mollets, toujours mes légumes crus, mes légumes cuits avec un riz semi-complet. Et là, c'est nouveau végétarien aussi. Donc la protéine, c'est ce que vous voyez à droite du riz, c'est du sétan, c'est-à-dire que ce sont des protéines de blé qui ont été en fait agglomérées et ça ressemble un petit peu à une escalope de poulet si on fait abstraction du vrai goût de l'escalope de poulet. Alors justement, donc petite transition sur les protéines. Donc vous vous souvenez, je vous ai expliqué à chaque repas. Vous voyez ici, pour tout ce qui est protéines végétales, la quantité de protéines que contiennent ces produits pour 100 grammes de produits ingérés. Alors, exemple hyper connu, la spiruline. Vous voyez que pour 100 grammes de spiruline, vous avez 57 grammes de protéines. Donc, c'est très riche en protéines, évidemment. Par contre, il faut déjà y aller pour ingérer 100 grammes de spiruline à la fois. Je vous mets au défi, surtout que ça a un goût quand même particulièrement fort.
Par contre, comme je vous l'expliquais, il sera intéressant, alors là c'est pour des quantités cuites, hein, c'est pour ça que la quantité est moindre par rapport à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure au niveau du quinoa et de l'amarante. Ici, donc pour 100 g de quinoa cuit, vous avez 4 g de protéines, c'est-à-dire qu'en gros, pour 100 g crus, on va avoir environ 12 à 15 g de protéines. Le matin, donc vous pouvez manger des œufs, pourquoi pas. Vous pouvez manger des noix ou lutein, qui est de la purée de sésame. Le midi, par exemple, des sardines ou du poulet. Et le soir, pourquoi pas du tofu ou des lentilles. Donc là, vous avez votre apport de protéines à chaque fois. Si vous faites une petite collation, un produit laitier ou bien des oléagineux ou des graines seront aussi très intéressants. Bien entendu, au niveau des protéines, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, on essaye de limiter sa consommation de viande rouge et surtout de charcuterie, hein. Il est recommandé de ne pas consommer plus de 50 g de charcuterie par semaine. Je peux vous dire que ça va vite, 50 g, c'est peu ou prou 2 tranches de jambon, donc ça va quand même assez vite. Bon, dans l'absolu, ce qui est bien, c'est d'alterner, de consommer aussi peut-être, pourquoi pas, du jambon de poulet, et puis de consommer des vraies protéines, donc de la viande de poulet. Dans les viandes rouges, on entend tout ce qui n'est pas de la volaille, c'est-à-dire que le porc, le veau sont aussi des viandes rouges. Je passe ensuite sur les glucides. Donc, les glucides, ce qu'on entend par sucre ou féculent. Alors là, on casse le mythe, hein, il n'est pas nécessaire de manger des glucides à chaque repas. Et puis, on essaye d'aller, comme je vous le disais, vers une alimentation qui va contenir des glucides à index glycémique bas à modéré. Donc, ici, sur le graphique, je vous ai représenté des différents aliments avec leur capacité à augmenter le taux de sucre dans votre sang. Donc, celui qui est en orange, c'est le glucose, qui a, on va dire, l'index glycémique de référence qui est à 100. Et puis, donc, plus on va avoir une courbe qui va baisser et moins l'index glycémique est élevé. Vous voyez, hein, je reprends l'exemple des carottes cuites et des carottes crues. Donc, les carottes cuites, elles sont sur la courbe rose, hein, donc c'est quand même nettement plus élevé, alors que les carottes crues sont sur la courbe verte, au même titre que des lentilles, qui sont connues pour être un aliment à index glycémique plutôt bas. Donc, n'oubliez pas, manger des aliments qui sont plutôt complets, qui ne sont pas trop cuits et qui ne sont pas trop transformés si vous cherchez à faire attention à cette alimentation, à cet index glycémique. Et bien sûr, vous gardez la notion de plaisir. Alors, pas n'importe comment, hein, ça peut être tout simplement de consommer un chocolat. Alors, bon, 95% de cacao, c'est déjà un chocolat assez costaud, mais au-delà de 70% de cacao, on dit que c'est déjà tout à fait raisonnable en matière d'apport de sucre. Les corps gras, j'en ai déjà dit un petit mot. Alors, je rentre juste un tout petit peu plus dans le détail, notamment sur le fait de les consommer plutôt crus. Évitez de cuire de trop vos huiles parce que vous les dénaturez. Donc, cru voulant dire, comme je viens de l'indiquer à l'instant, prendre une huile qui va avoir un point de fusion plutôt élevé, comme l'huile d'olive ou bien l'huile de coco. Ça, ce sont les deux exemples les plus courants. On évite de cuire au beurre parce que justement le point de fusion du beurre n'est pas suffisamment élevé, même si c'est très très bon. Si vous voulez prendre du beurre, il vaut mieux le rajouter par-dessus votre plat à la fin de la cuisson. Donc vous aurez le goût du beurre, mais vous n'aurez pas de génération de composés que vous ne souhaitez pas. Ensuite, donc, on peut enrichir son alimentation en oméga 3. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit pas l'huile d'olive, mais toutes les autres huiles que j'ai indiquées ici, donc cameline, lin, noix et colza. Les poissons gras, en privilégiant plutôt les petits poissons gras comme la sardine ou le maquereau. Les noix particulièrement. Les graines comme les graines de chanvre ou de lin. Et puis, donc, comme je vous ai déjà indiqué, on limite tout ce qui est acides gras saturés qui sont notamment présents dans la viande et les acides gras trans qui représentent la slide suivante. Donc, les acides gras trans, voilà, j'en parle juste après. Donc, juste un petit rappel sur les acides gras saturés qui sont présents donc, dans les produits animaux principalement, donc viande, produits laitiers, charcuterie, les pâtisseries, l'huile de palme, dont on entend beaucoup parler. On essaye de limiter sa consommation de tout ce qui est acides gras saturés.
Acides gras trans, donc ça, ce sont des matières grasses hydrogénées. Là aussi, il y a une petite faute de frappe, vous m'excusez, qui seront en fait très utilisées dans tout ce qui est industriel, en gros, produits transformés, produits industriels. Pourquoi? Parce que l'hydrogénation, qu'elle soit complète ou partielle, elle est en fait, elle a été, comment dire, mise en place pour faciliter la stabilité et la confection de produits industriels. Donc, on essaye d'éviter cette famille de produits ou d'en consommer pas trop souvent. Ça permettra de limiter sa consommation en acides gras trans. On va les trouver pas du tout d'ailleurs dans les produits bruts. Donc, au niveau prévention, je vous ai déjà largement parlé de l'index glycémique. Donc, on essaye de limiter les aliments qui ont un index glycémique élevé. Parmi les aliments à index glycémique faible à moyen, donc je vous ai mis quelques exemples ici, retenez que ce sont des aliments qui sont plutôt complets et bruts, peu transformés. Le sel, bon ça, vous savez qu'il faut limiter sa consommation de sel. Retenez là aussi que les principales familles qui sont pourvoyeuses de sel, en dehors du sel que vous rajoutez vous-même dans l'alimentation, c'est tout ce qui est pain. Si vous ne faites pas votre pain vous-même, sachez que le pain qu'on achète chez le boulanger ou le pain dans les supermarchés est très riche en sel. Idem pour la charcuterie. Alors, ça dépend des charcuteries. Il y en a certaines qui sont plus salées que d'autres, mais même une tranche de jambon de poulet ou de jambon tout court sera très riche en sel. Les fromages, là aussi, ça varie d'un fromage à l'autre, mais globalement, plus la pâte est dure, plus le fromage sera salé. On essaye de limiter les produits laitiers de vache, comme j'en ai déjà parlé, et donc toujours dans la prévention, un petit mot sur le gluten. On entend beaucoup parler du gluten dans l'alimentation. Alors, c'est à juste titre, même si on n'est pas intolérant ni a fortiori allergique au gluten, il est intéressant de varier sa consommation de gluten. Alors, le gluten présent dans tout ce qui est à base de blé, orge, seigle et avoine pour les céréales les plus courantes. Le kamut, là, que j'ai indiqué ici, l'épeautre, ce sont des dérivés, en fait, ce sont d'autres variétés de blé. Donc, on peut les assimiler à du blé, on va dire. Mais donc, sinon, le blé et tous ses dérivés, ça veut dire que le pain, les pâtes, la semoule, le boulgour, faites attention à ça. Même ce qu'on appelle le ébli, je ne sais pas si ça a vraiment un nom par ailleurs. Tout ça, c'est du blé. Donc, si vous ne mangez que des choses de ce type-là, vous mangez tout le temps du gluten. Alors, le gluten en soi n'est pas un problème, c'est la quantité, c'est toujours la dose qui fait le poison. Plus vous en mangez, plus vous avez de risques de globalement vous encrasser, entre guillemets, parce que le gluten a subi des modifications, on va dire, sur les 50 dernières années pour faciliter la panification. Et le problème, c'est que notre système digestif, lui, il n'a pas subi toutes ces transformations. Donc, le résultat, c'est que si on en mange de trop, ça risque de développer des problèmes inflammatoires, soit au niveau des intestins, soit carrément complètement ailleurs dans votre corps. J'ai déjà vu des personnes qui, en arrêtant le gluten, ont diminué très fortement soit des douleurs, donc par exemple les douleurs au niveau articulaire, soit diminuer des phénomènes inflammatoires au niveau de la sphère ORL. C'est assez bluffant. Donc moi je ne dis pas qu'il faut complètement enlever le gluten et puis manger que du sans gluten, non, pas du tout, a fortiori surtout pas dans des produits industriels, mais on revient toujours à la même chose, avoir une alimentation qui soit variée. Au niveau de la prévention, donc, on va essayer de forcer sur tout ce qui est épices. Alors, il y en a 3 qui sont particulièrement intéressantes. C'est celles que j'ai indiquées ici, curcuma, gingembre et cannelle. Forcer sur les légumes, pareil. Donc, si on cherche globalement à limiter l'inflammation, voilà, les légumes qui sont particulièrement anti-inflammatoires. Les fruits, c'est pareil. Alors, quand on me dit, tiens, c'est le plan national de santé qui recommande de consommer maintenant 7 fruits et légumes par jour, c'est surtout des légumes, retenez ça. C'est surtout les légumes qu'il faut consommer et pas les fruits, parce que les fruits, ça reste quand même des aliments sucrés. Donc, ne consommez pas trop de fruits dans la journée. On va dire un fruit dans la journée, ça suffit amplement. Et le reste, ce sont des légumes. Les oignons, ail, échalotes, les herbes, n'hésitez pas, si vous aimez ça, à en rajouter très régulièrement dans votre alimentation.
Les oméga 3, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, donc à vraiment conserver régulièrement dans votre alimentation pour avoir une alimentation préventive, donc plutôt anti-inflammatoire. Les céréales, donc je vous en ai déjà parlé, des céréales plutôt complètes, des légumes secs, et puis donc des options sans gluten. Il en existe plein naturellement. On n'a pas besoin d'acheter des pâtes sans gluten. Vous voyez ici les céréales sans gluten. Ben voilà, si vous consommez juste du riz, du sarrasin, du quinoa, ce sera déjà très bien. Ça vous permettra d'avoir une grande variété au niveau des céréales et des formes, puisque vous pouvez aussi les acheter sous forme de farine, par exemple. Je reviens avec mon alimentation bio et locale. Alors, pourquoi bio et local dans une alimentation préventive? Bio, bon, ça tombe sous le sens. Alors, ça n'élimine pas complètement tout ce qui est pesticides, engrais, OGM, mais ça les diminue fortement. Donc, comme vous consommez des produits toute l'année, plus vous consommez des produits qui ne sont pas bio, plus vous risquez globalement de vous intoxiquer, entre guillemets. Donc, essayez d'avoir une alimentation bio ou si elle n'est pas estampillée bio, qui soit issue d'une alimentation, d'une agriculture que vous connaissez. Par exemple, si vous allez acheter chez un petit agriculteur du coin, vous savez comment cette personne travaille, mais il n'a pas souhaité se faire certifier bio, ok, très bien. Voilà, il n'est pas obligé d'aller toujours vers le label bio. Local, ça c'est parce que globalement, l'alimentation qui est de saison sera beaucoup plus riche et sera vraiment adaptée à votre corps. Quand vous mangez des tomates en hiver, déjà, ce n'est pas très naturel, ce sont des fruits, oui, alors c'est des fruits, mais on va dire des légumes qui sont très aqueux. En hiver, on a plutôt besoin d'apporter des choses qui sont plutôt nourrissantes. Donc, on va aller vers des légumes plutôt racines. Et donc, c'est bien pour ça aussi que la nature nous offre des choses qui sont de saison. On n'a pas besoin d'aller manger des tomates en hiver. Donc, un petit récap pour cette alimentation préventive plutôt anti-inflammatoire. Donc, on s'autorise des petits écarts, mais on a globalement une bonne hygiène. Pas besoin de faire de régime. Globalement, on adopte une alimentation, ce qu'on appelle flexitarienne, c'est-à-dire qu'on va manger un petit peu de tout, un petit peu de produits animaux, et puis globalement, on va avoir une alimentation qui sera majoritairement végétarienne. Donc, vous limitez votre consommation de sel, de sucre raffiné, de sucre ajouté, donc ce qui est présent, tout ça, dans l'alimentation industrielle. Vous essayez d'opter pour une alimentation à index glycémique bas à modéré. Vous essayez de varier et de limiter votre apport en produits laitiers de vache et en gluten. Alors, je voulais encore vous donner quelques petites notions de micronutrition. Donc, la micronutrition concerne tout ce qui est vitamines, minéraux, oligoéléments, acides aminés essentiels, probiotiques, acides gras essentiels. Il doit y en avoir encore, enfin, c'est déjà pas mal. Donc, la micronutrition est très intéressante parce que vous savez que les sols s'appauvrissent à cause de l'intensification globalement de l'agriculture. Par ailleurs, donc, le fait que l'on consomme une alimentation qui soit plutôt transformée, plutôt déminéralisante, le fait que l'on soit plutôt sédentaire avec souvent des modes de vie assez stressants, éventuellement une certaine carence en sommeil, tout ça, en fait, ça auto-entretient les carences et ça peut être à l'origine de maladies chroniques et inflammatoires. Donc, on va, si nécessaire et en accord avec un thérapeute qui pourra vous conseiller, apporter de manière très ponctuelle, il ne s'agit pas de prendre ça toute l'année, soit des super aliments comme la spiruline qui est ultra connue, mais aussi des vitamines, des minéraux, etc. Enfin, ce que je viens de citer, soit sous forme de compléments alimentaires, soit sous forme d'aliments qui sont particulièrement riches en ces nutriments. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se dire tiens, je vais faire une cure de magnésium sans savoir précisément ce dont vous avez besoin et pourquoi l'acheter. Donc, voici les minéraux les plus fréquemment conseillés. Je vais vous donner l'exemple du magnésium par la suite, je vais le développer un petit peu.
J'attire aussi l'attention sur le fer. Autant la carence en fer est vraiment préjudiciable, autant l'excès de fer est préjudiciable également, puisque un excès de fer est pro-inflammatoire, va favoriser le développement de phénomènes inflammatoires. Donc, il est important, une fois de plus, de savoir ce que l'on fait et de se faire conseiller. Il y a d'autres, mais je donne un autre exemple, c'est la vitamine A. Quand on en manque, c'est pas bon, mais quand on en prend trop, c'est toxique. Donc, attention à ne pas cumuler. Si vous prenez plusieurs compléments alimentaires, ne prenez pas un multivitamine avec encore de l'huile de foie de morue, les deux contenant de la vitamine A. Hein, je vois ça trop souvent, des personnes qui prennent mais sans savoir. Donc, faites-vous vraiment conseiller par quelqu'un qui connaît. Alors, je vous ai promis l'exemple du magnésium. Le voici. Le magnésium, je ne le présente plus, hein, il détend, il favorise le repos, il aide également à fabriquer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Une carence en magnésium, alors c'est un peu le cercle vicieux, parce que la carence en magnésium, vous savez, quand on est carencé en magnésium, on se sent plus nerveux, plus stressé, on dort moins bien. Donc là aussi, c'est le cercle vicieux. Et du coup, en fait, plus on est stressé et nerveux, plus on sécrète du cortisol. Et le fait d'avoir trop de cortisol augmente encore vos carences en magnésium. Donc, du coup, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que de temps en temps, voire même chez les personnes particulièrement stressées, il est important de faire des cures ponctuelles de magnésium. À retenir deux éléments qui favorisent l'assimilation du magnésium, c'est la vitamine B6 et la taurine dans des quantités physiologiques. Donc, c'est pour ça que, par exemple, l'ultra connu Magné B6 allie à la fois le magnésium et la vitamine B6. Retenez également que les meilleurs sels de magnésium, qui d'ailleurs malheureusement ne sont pas toujours ceux qu'on trouve en pharmacie, ce sont ceux qui se terminent en ate, malate, citrate, bisglycinate. Donc, quand vous achetez des compléments alimentaires, vérifiez que ce sont ces formes-là et avec les cofacteurs que j'ai indiqués. Le magnésium marin, qui est un magnésium qui a une connotation très naturelle, puisque issu de la mer, souvent c'est un magnésium qui est à la fois mal toléré, hein, qui peut générer des diarrhées, et qui peut aussi être mal assimilé. Donc du coup, le problème, c'est que vous ne bénéficiez pas du magnésium puisque vous le relarguez dans les urines. Dernier petit exemple nutritionnel, c'est la nutrition du sommeil. Je vous présente en fait le tryptophane, qui est un acide aminé qui est le précurseur de la sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine, hein, la fameuse hormone du sommeil. Donc, le tryptophane, naturellement, va favoriser tout ce qui est somnolence et qui va procurer un meilleur endormissement. Sachez que ce qui inhibe la bonne sécrétion de la mélatonine, outre la lumière, hein, ça c'est très connu, la lumière bleue des écrans, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop d'écran le soir, eh bien, c'est tout ce qui est excitant, naturellement, donc avec l'alcool, le tabac, le café, mais aussi des médicaments, c'est peut-être un petit peu moins connu, comme l'ibuprofène et l'aspirine. Alors, le tryptophane, c'est intéressant d'en apporter par voie alimentaire de manière à augmenter et à encourager la sécrétion de mélatonine de manière naturelle. Ce tryptophane, il est présent, vous le voyez, dans les produits animaux, la viande, le poisson, les œufs, mais aussi des produits végétaux comme des fruits à coque ou bien des légumes secs, ou voilà, le soja par exemple. Ça veut dire qu'il il est important, vous le saviez déjà, mais maintenant vous comprenez pourquoi, d'apporter des protéines le midi et de prendre dans la mesure du possible une petite collation avec des fruits à coque dans l'après-midi. Surtout si vous avez des problèmes d'endormissement, parce que cela va permettre d'encourager dans votre corps la sécrétion de mélatonine. Alors, en résumé, et pour conclure, une petite pyramide alimentaire avec à la base, vous vous souvenez, tout ce qui est boisson, une alimentation brute d'origine plutôt bio et locale avec la cuisson vapeur, la mastication et le plaisir. Et puis, plus on monte, donc moins ce sont des choses que l'on va consommer fréquemment. Alors, tout en haut de la pyramide, on va avoir les produits animaux, du vin, du miel. Vous descendez, vous avez des poissons, de la volaille que l'on va consommer 2-3 fois par semaine. Puis on descend encore et on va trouver des œufs, pourquoi pas à consommer à raison de 1 à 2 tous les matins au petit déjeuner, des légumes secs, des céréales, plutôt semi-complètes et complètes. Et enfin, donc en bas, juste au-dessus de l'eau, des légumes surtout et des fruits. Et puis donc des acides gras avec des épices et des aromates.
Et j'en ai terminé avec cette présentation bien dense. J'espère que ça vous a plu, que c'était bien clair. Il nous reste, voilà, il est 1h15, donc il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Alors, je ne vois pas le chat, il faudrait que j'ouvre. Voilà. Donc, n'hésitez pas, soit vous prenez le micro, soit vous envoyez une question sur le chat si vous le souhaitez. Oula, j'ai mon diaporama qui… Voilà. Alors peut-être prendre la parole, Annelise, si tu Oui. veux bien. Quels sont les éléments de mesure que tu as à ta disposition, puisque tu as parlé de la nutrition, etc., mais tu as quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qui te permet de mesurer, par exemple, son stress oxydatif? Qu'est-ce qui te permet de mesurer qu'il manque quelque chose? As-tu des éléments en tant qu'ingénieur, des outils objectifs pour mesurer? Ça, c'est la première partie de question. Et deuxièmement, as-tu des éléments de mesure pour voir ce qu'on appelle l'impact de la nutrition et de l'environnement sur l'expression de nos gènes et comment le corps, en tant qu'ingénieur, fonctionne? Alors, merci pour ces deux questions, Jean-Michel. Alors, pour répondre à la première question, donc, il existe effectivement des éléments de mesure tout à fait scientifiques. Des labos spécialisés proposent des analyses vraiment spécifiques suivant ce que l'on cherche. Alors, comme tu le sais, pour trouver, il faut savoir aussi ce que l'on cherche, donc il faut chercher. Il existe vraiment énormément de tests que l'on peut faire, qui sont des examens coûteux et non remboursés par la sécurité sociale. Donc, plutôt que de se lancer vraiment les yeux fermés dans des analyses, il vaut mieux savoir, comme je disais, ce que l'on cherche. Mais en tout cas, je réponds à ta question par la positive. Oui, il existe des éléments qui permettent de mesurer factuellement d'éventuelles carences. Ensuite, pour le deuxième élément, alors j'ai pas forcément très bien compris ce que tu entendais. Peut-être précise juste ta question par rapport à la deuxième question. Oui, tu parlais en fait d'acidification au tout début, je crois, quand tu as Oui, commencé à parler oui. d'oxydation. Et donc, normalement, je pensais que voilà, il y avait une vision aussi sur nos gènes et comment l'impact qu'il y avait sur nos gènes, comment ils s'expriment. Alors, donc là, en fait, ce sont des choses qui ont été, qui sont mesurées. Il y a des études qui notamment travaillent sur tout ce qui est génétique et épigénétique. Si je prends l'exemple particulier de l'acidification, on n'aura pas forcément un impact direct sur la génétique. C'est plus l'épigénétique qui va jouer. Donc, quand je parle d'épigénétique, je parle de l'environnement dans lequel on a évolué depuis enfant jusqu'à adulte. Oui, tu allais Ouais. intervenir. Oui, alors, comment te dire? Oui, l'impact de l'environnement au sens général, je suis d'accord. Néanmoins, si tu as un organisme, je pense, qui est oxydé, les radicaux libres à l'intérieur de notre corps sont importants et donc nos gènes s'expriment moins bien et donc le corps s'abîme. Et donc les fonctions essentielles, les 9 fonctions essentielles de notre corps sont moins efficaces. Oui, oui, absolument. Donc là, en fait, ce sont des choses qui clairement sont tout à fait établies. Et c'est d'ailleurs pour ça que on favorise une alimentation anti-inflammatoire, antioxydante, notamment pour tout ce qui est maladie métabolique. Ne serait-ce déjà que ça. Dès qu'on a des dysfonctionnements métaboliques, on va favoriser, quelle que soit la pathologie, une alimentation riche en oméga 3. Et on va favoriser une alimentation qui sera riche en antioxydants. Donc ça, c'est évident. Okay. Donc merci pour ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Par rapport au sport, qu'est-ce qu'il faudrait modifier ou qu'est-ce qu'il faut avant, après? Voilà, alors pas du sport forcément des trails de 150 km, hein, mais voilà, mais de la course à pied ou voilà, est-ce qu'il faut euh, manger un peu plus avant ou après et quoi en fait? Alors, bon, là, c'est une question très générale, mais je vais essayer d'y répondre précisément. Donc, il n'est pas nécessaire de plus manger avant. On va dire, si on prend une séance d'une heure de course à pied, il n'est absolument pas nécessaire de plus manger avant, a fortiori si on cherche pourquoi pas, perdre un petit peu. Ça peut être intéressant d'être un petit peu en déplétion, mais pas de trop, hein. Après une séance, si elle a été un petit peu intense, notamment au niveau physique, si par exemple c'est un peu défractionné, il ne faut vraiment pas négliger l'apport en protéines de manière à favoriser la reconstruction de tous les tissus, en particulier les tissus musculaires. Ensuite, on va dire que si c'est une activité physique régulière telle que prônée, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit par rapport à l'équilibre alimentaire que j'ai indiqué durant ce webinaire. On essaye d'avoir une alimentation préventive, mais voilà, il n'y a pas besoin d'augmenter plus que ça son apport alimentaire si l'alimentation était déjà équilibrée par ailleurs. Après, l'alimentation du sportif, c'est un sujet à part entière sur lequel je peux parler pendant des heures, évidemment. Merci. Mais de rien. Alors, j'ai une question dans le chat. Quel conseil donnes-tu pour éviter les excès pendant un repas et favoriser la satiété, donc des attitudes par exemple? Donc, il y a déjà l'histoire de manger lentement, hein. Vous retenez que on mâche, donc on met forcément plus de temps pour manger. Il faut savoir que le signal de satiété, il arrive au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Donc, vous commencez à manger. Si vous avez fini au bout de 10 minutes votre assiette, pendant 10 minutes, vous allez vous dire « Ah, j'ai encore faim, j'aimerais bien manger ». Donc, évidemment, plus vous mettez de temps à manger et plus le signal de satiété arrivera et normalement, moins vous mangerez. Deuxième chose qui est intéressant, c'est d'avoir une assiette un petit peu plus petite. Alors, ça paraît idiot, hein, mais il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une énorme assiette. Si vous prenez en fait la même quantité, mais dans une assiette, dans deux assiettes de taille différente, hein, une assiette à dessert et une grande assiette, forcément, vous allez être plus frustré devant une assiette qui sera à moitié vide ou à moitié pleine. Donc ça, c'est deuxième chose. Troisième chose que je conseille pour les personnes qui mangent très vite ou qui ont tendance à manger des trop grosses quantités, c'est de manger avec des baguettes. Ça paraît idiot, mais en fait, de manger avec des baguettes, ça permet d'absorber des quantités moins importantes. Donc, du coup, on accède à la satiété plus facilement. Alors, on ne fait pas comme les Chinois hein, qui ont tendance à manger très, très vite. Hein. Ils mettent le bol près de la bouche et puis ils ont une certaine dextérité pour manger vraiment très, très vite. Non, vous vous posez en fait finalement les couverts ou vos baguettes à chaque bouchée, vous mâchez bien lentement et puis vous recommencez. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, n'hésitez pas, hein, il nous reste encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. On ne vous entend pas du tout. Alors, ouais, j'entends pas là. Non. Non. Si vous voulez la poser dans le chat, peut-être ce sera plus simple parce qu'on vous entend de très, 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 très loin. En attendant, peut-être une petite question. Moi, je suis surprise des œufs tous les jours. Je pensais qu'il fallait limiter la consommation d'œufs à 2 par semaine. Voilà. Alors ça, c'était vrai il y a 10 ans. Donc, merci pour cette question. C'était vrai il y a 10 ans. Alors, il faut savoir que la nutrition, c'est quand même une science qui est relativement récente et qui évolue encore énormément. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des messages et ensuite des messages contradictoires.
Les œufs ne posent pas de soucis, une fois de plus, chez 80% des personnes. En fait, le problème principal des œufs qu'on connaît, c'est le cholestérol. Or, la plupart du cholestérol qui pose justement problème dans notre organisme, il est sécrété directement par le corps. Donc, du coup, ce n'est certainement pas le cholestérol apporté par les œufs qui va vous poser problème. Des œufs de qualité, à partir du moment… Alors, en plus, donc, cette sécrétion elle a lieu avant 8 heures du matin. Donc, vous voyez que si vous apportez par voie exogène du cholestérol alimentaire, ça va même peut-être diminuer la fabrication endogène de cholestérol. De plus, si vous consommez des œufs qui sont issus de poules qui ont été nourries aux graines de lin, donc ce sont des œufs qui sont riches en oméga 3, donc ça ne s'invente pas, c'est nourrir ces poules aux graines de lin, c'est à l'origine d'une création d'un label qui s'appelle le label Bleu Blanc Cœur, que je vous invite à rechercher quand vous achetez vos œufs. En fait, vous consommez des œufs riches en oméga 3. Donc, vous pouvez sans problème consommer 2 œufs tous les matins, il n'y aura aucun souci. Une fois de plus, hors pathologie que je ne connaîtrais pas, mais en tout cas, d'une manière générale, il n'y a pas de souci chez tout le monde pour en consommer. Et du coup, je vois 2 questions encore dans le chat. Donc, la première qui concerne les protéines de soja. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je ne sais pas si la question concerne les protéines de soja texturées ou d'une manière générale du soja. Alors, si c'est les protéines de soja texturées, c'est-à-dire en gros, c'est les petites boulettes de soja comme ça déshydratées qu'on trouve en magasin bio, qui permettent, une fois qu'elles sont réhydratées, d'être intégrées dans des sauces pour faire comme si on faisait une sauce bolognaise, par exemple. Je vous invite à tester, souvent on y voit que du feu. Voilà, j'en pense du bien à partir du moment où c'est du soja bio de France. Et d'une manière générale, donc du coup, le soja, j'en pense là aussi du bien. À partir du moment où ce n'est pas du lait de soja, où le soja aura été transformé pour inhiber en fait tout ce qui est phytoœstrogène. Donc en 2 mots, les phytoœstrogènes sont des œstrogènes, donc des hormones féminines qui sont présentes dans certains produits végétaux qui donc miment l'activité des œstrogènes. Il ne s'agit pas d'en apporter de trop, notamment chez les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendants. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de ne pas manger de soja, c'est chez ces personnes-là. C'est chez ces personnes-là, c'est pas facile à dire. Maintenant, il faut savoir que les phytoœstrogènes, plus il y a de fermentation et plus ils sont inhibés. Donc, par exemple, on mange du tofu lactofermenté, ça existe, la lactofermentation comme la choucroute. Ce tofu-là ne contiendra plus de phytoœstrogènes. Et là, c'est pareil, c'est un petit peu comme les œufs. On entend un peu tout et son contraire concernant le soja, mais on entend plutôt la version que je viens de vous donner que la version « il faut faire très attention ». Donc, il s'agit simplement, là aussi, de ne pas consommer du soja matin, midi et soir et d'avoir une alimentation variée. Encore une dernière question, je pense, alors, par rapport aux boissons, de plus en plus de personnes boivent de l'eau chaude et non plus tempérée ou froide. Un avis. Alors, il ne faut pas boire que de l'eau bouillie, on va dire, parce que dans l'eau, il y a quand même des nutriments intéressants. On trouve pas que des pesticides, on trouve aussi des choses intéressantes dans l'eau du robinet. Non, c'est une boutade. Donc, je conseille effectivement de ne pas boire que de l'eau bouillie. Il faut aussi boire de l'eau froide. Tout comme ne buvez pas que de l'eau en bouteille, tout comme ne buvez pas que de l'eau minérale variée. Donc, on peut boire de l'eau du robinet sans problème, peut-être de temps en temps une eau minérale si vous le souhaitez ou une eau de source. Et puis, donc, pas que de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide, effectivement, je confirme. Voilà, de rien. Je crois qu'on a fini au niveau des questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Agathe. Oui, je crois qu'on arrive à la fin des questions, sauf si quelqu'un a encore envie de prendre la parole. Sinon, il va nous rester à te remercier, Anne-Lise, pour cet exposé.
Et voilà, je pense que tout le monde est resté jusqu'à la fin du webinaire, ce qui prouve que tout le monde était fortement intéressé par tout ce que tu as pu nous dire. Un peu comme d'habitude, hein, je dis ça à chaque fois en conclusion, mais je pense qu'on a appris pas mal de choses et du coup, en tout cas, moi, j'ai sans doute des choses à changer dans mon quotidien. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais en tout cas, sachez que pour moi, c'est le cas. Du coup, je m'en vais déjeuner, donc je vais peut-être changer le menu que j'avais prévu ce midi. Je ne sais pas, je vais regarder. Désolée. Et puis, en tout cas, pour tous ceux qui ont posé la question, donc effectivement, le webinaire de ce midi était bien enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'association. Alors, si pas aujourd'hui, demain ou jeudi. Et je vous enverrai un mail avec le replay, du coup, à toutes les personnes qui étaient inscrites. Sachez que des événements comme ça autour du bien-être, on essaye d'en organiser tous les 2 mois, grosso modo. Donc, il y en aura d'autres à venir. Et puis sinon, il y a toute notre programmation habituelle qui continue. Donc, vous pouvez retrouver toutes les rencontres à venir sur notre site et dans la rubrique agenda. Voilà. Sachant qu'on a repris quand même pas mal nos rencontres en présentiel. Donc, celle-ci était 100% virtuelle. Mais on a quand même aussi pas mal repris les rencontres en présentiel. Donc, ça fait du bien de retrouver les diplômés, pas au quotidien, mais en tout cas de manière régulière. Voilà. Bon après-midi à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Nise, à bientôt. Et puis, bonne journée à tous. Merci. Oui. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. bon après-midi. Au revoir.